Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la chaîne qui rassemble. Voici les titres de votre journal. Amadougon Coulibaly était ce dimanche au lycée moderne d'Abobo. Le Premier ministre y a procédé au lancement du concours de recrutement exceptionnel de 10 000 enseignants, 10 300 enseignants dans le cadre du PSGouv, le programme social du gouvernement, un programme pour corriger le déficit d'enseignants. Vous le verrez dès l'entame de cette édition. Ce dimanche, c'est la 17e journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. Des travailleurs, des employeurs, des gouvernements et des ministères de la santé et de la sécurité, en collaboration avec l'OIT, célèbrent partout dans le monde cette journée avec l'objectif commun de promouvoir la culture de la sécurité. Les Béninois sont appelés aux urnes ce dimanche pour choisir leurs 83 députés. Mais pour la première fois, aucun candidat de l'opposition n'est en lice. Seuls les partis acquis au président Patrice Talon ont été autorisés à concourir. Les ONG de défense des droits de l'homme s'inquiètent de cette exclusion. L'opposition, elle, appelle au boycott. Dans le cadre de la relance de la politique de planification et de gestion urbaine initiée par l'État de Côte d'Ivoire en 2013, le plan d'urbanisme directeur Horizon 2025 des chefs-lieux de région et districts a été remis aux préfets et certains élus locaux de 31 chefs-lieux de région et les districts de Côte d'Ivoire. C'était le 29 mars dernier au ministère des Affaires étrangères au Plateau. À l'initiative du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, ce plan, initié depuis 2013, vise à élaborer des études d'urbanisme des chefs-lieux de région et de districts. Ces études achevées ont été approuvées par décret le 21 décembre 2016. Ces études d'urbanisme devraient favoriser l'évolution spatiale de ces zones de manière cohérente. Le plan d'urbanisme directeur Horizon 2025, c'est le sujet du magazine du dimanche. Et qui mieux que le directeur de l'urbanisme pour en parler? Monsieur Krakouman est sur notre plateau. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Ok, merci. Dans 30 minutes. Merci. Ce 28 avril, c'est le début des épreuves écrites pour le recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants contractuels pour le préscolaire, le primaire et le secondaire. Cela dans le cadre du PSGouv, le programme social du gouvernement. Le Premier ministre a lancé le concours ce matin dans la commune d'Abobo et ce dimanche, les épreuves ne concernent que les enseignants contractuels adjoints du préscolaire et du primaire. Amadougon Coulibaly a indiqué la ferme volonté de l'État de travailler à l'amélioration des conditions de vie des populations. On va l'entendre ce soir, on le verra donc ce soir dans le reportage d'Alexis Ouedraogo, reportage qui vous sera diffusé à 20h, qui vous sera présenté par Marie-Laure Ngoran. Vous venez donc de voir le Premier ministre qui était à Abobo pour le lancement du concours de recrutement exceptionnel d'enseignants contractuels. C'était au lycée moderne d'Abobo. Mais au lycée technique de Cocody, juste avant le démarrage des épreuves, les candidats ont bénéficié d'une recommandation spéciale du ministre Bruno Nabagné-Koné. Non à la tricherie, seulement privilégier le travail. Le témoignage de Franck Quadio. Lycée technique de Cocody, un des 5 centres de la commune. 7h30, bientôt le début des épreuves du concours de recrutement exceptionnel d'enseignants exécuté dans le cadre du programme social du gouvernement. Ici sont concernés les contractuels adjoints du préscolaire et du primaire. Une dernière révision n'est pas du trop pour ce candidat. Les formules de volume et surface, les différents rappels de cours. La première épreuve, les mathématiques. Distribution des copies. Les candidats apprécient les différents sujets. C'est ma matière, mathématiques, donc je me sens mieux. Je sens mieux là, c'est comme si c'était le bac. 2 heures de composition. Après les mathématiques, suivront le français et la culture générale. Il est un peu plus de 10 heures. Le ministre Bruno Nabagné-Koné, à charge de la construction du logement et de l'urbanisme, comme ses autres collègues du gouvernement, s'imprègne de la bonne tenue du concours. Dépouillement de la seconde épreuve, le français, puis recommandation aux candidats. Donc l'objectif de ce recrutement, c'est faire en sorte qu'il y ait partout des enseignants et que cette faiblesse qui a été décriée jusqu'à maintenant, qui est le manque d'enseignants dans telle ou telle école, soit désormais définitivement derrière nous. Mais comme vous le savez, ce recrutement va concerner plus de 10 000 jeunes qui seront recrutés avec le moyen de se prendre en charge
ils auront une formation, ils auront un emploi. De plus, il faut noter que ce concours de recrutement exceptionnel d'enseignants réserve aux préscolaires et aux primaires 5300 places d'instituteurs. Notre reporter Francis Boisfoy fait un tour dans la commune de Port-Bouët où 845 candidats affrontent les épreuves de ce concours de recrutement exceptionnel d'enseignants du préscolaire et du primaire. Dans cette commune du sud d'Abidjan, ce sont les ministres Claude Isagdé et Laurent Tchagba qui ont procédé au lancement du concours. Contrôle oblige à l'entrée du lycée moderne de Port-Bouët pour le concours de recrutement exceptionnel des enseignants du préscolaire et du primaire. Claver souhaite cette fois réaliser son rêve après plusieurs échecs. Depuis 2015, je passe le concours. À chaque année, je passe le concours. Je veux forcément enseigner. J'aime l'enseignement, j'aime les enfants et j'aime aussi partager ma connaissance avec les autres. Je voudrais en tout cas avoir la marque de l'État. À Port-Bouët, ils sont 845 candidats repartis dans 34 salles. Pour le lancement des épreuves, 2 ministres du gouvernement, Laurent Tchagba et Claude Isagdé. Prenez le temps de bien lire l'épreuve, lisez le début jusqu'à la fin, et puis vous organisez pour pouvoir travailler dans le temps, et chacune des questions. Il ne faut pas paniquer. L'État ne retiendra que les meilleurs, conformément à la règle établie. Donc, pour cela, je leur conseille de travailler dans le calme, dans la sérénité, et de donner le meilleur d'eux-mêmes. 5300 postes à pourvoir pour le concours de recrutement exceptionnel des enseignants du préscolaire et du primaire. Donc, différent de celui qui a eu lieu le samedi 27 avril, à savoir le concours direct d'entrée dans les CAFOP, session 2019. San Pedro est l'une des 10 régions retenues pour ce concours de recrutement exceptionnel d'enseignants contractuels. Là-bas, ils sont 2591 qui composent ce dimanche en mathématiques, en français et en culture générale. Là également, 2 membres du gouvernement ont lancé le début des épreuves. C'était en présence de Sam Conan, notre correspondant dans la région. Il est 7h45. Nous sommes au groupe scolaire Claire-Ange, l'un des 6 centres dans lesquels composent les 2591 candidats. C'est ici que le lancement du concours au niveau du Bassa Sandra a lieu. 8 heures, la sirène retentit. Félix Anoblé et Emmanuel Essis, 2 membres du gouvernement, procèdent à la distribution du premier sujet. Un sujet jugé abordable par les candidats. Moi, nous sommes en train de traiter la matière de mathématiques. Bon, je peux dire que c'est abordable. Les exercices ne sont pas difficiles. J'arrive à traiter. Donc moi je pense que c'est abordable. Je travaille avec mes parents au champ. Voilà, c'est un programme social et nous avons décidé aussi de venir tenter notre chance. C'est bon, la matière ça va. Je pense que c'est à notre niveau. Le concours se déroule parfaitement bien. Nous n'avons pas de soucis. Dans notre centre, nous avons 500 candidats. Nous avons 20 surveillants. Les 500 candidats sont répartis dans 20 salles, à raison de 25 candidats par salle. Le chef de l'État a décidé de donner une chance à un certain nombre de jeunes Ivoiriens. Et nous venons donc à San Pedro, pour la région de San Pedro, de lancer le concours. Écoutez, on ne peut qu'être satisfait de ce qui se fait donc pour nos jeunes frères, pour nos enfants, qui comprennent que le gouvernement a fait des efforts et que ce n'est pas avec les grèves qu'on va augmenter les efforts du gouvernement. On ne fera que créer plus de problèmes. La tricherie est combattue ici. Les 2591 candidats du Bassa Sandra composent à l'instar des autres en mathématiques, en français et en culture générale. On note malheureusement quelques absences. De San Pedro, on part à Bengourou, c'est 526 km de route. Sur place, on compose aussi pour le concours de recrutement exceptionnel d'enseignants contractuels. Et comme partout ailleurs, un membre du gouvernement a lancé les épreuves à Bengourou. C'est Siandou Fofana, le ministre du Tourisme. Ils sont 3581 candidats qui prennent part au concours des recrutements exceptionnels d'enseignants contractuels à Bengourou. Pour le lancement de ce concours dans la région, le ministre Siandou Fofana a effectué le déplacement comme recommandé par le gouvernement. Le gouvernement a bien voulu que les membres du gouvernement viennent apporter un message fort à l'endroit des candidats et des organisateurs pour une crédibilité et une totale transparence de ces examens, d'ailleurs qui ne souffrent d'aucune contestation au regard de ce qu'il a été donné de voir.
Et nous-mêmes, à double titre, en qualité de fils de la région, apporter nos soutiens à l'ensemble des candidats. Et dire que le gouvernement se tient à leur côté et que ceci n'est qu'une étape vers différents concours qui seront organisés. Le ministre du Tourisme a visité successivement 3 établissements scolaires, le collège moderne d'Abengourou, le collège Notre-Dame et le lycée moderne d'Abengourou. Dans les différents établissements visités, les candidats qui composent pour cette matinée en mathématiques se disent confiants. Nous trouvons que vraiment les réponses sont abordables, oui, et les choses se passent très bien. C'est abordable, on fait avec et Dieu fera le reste. Ce concours exceptionnel de recrutement d'enseignants va permettre de recruter 10 300 instituteurs adjoints pour combler le déficit d'enseignants constaté dans les différents établissements scolaires de la Côte d'Ivoire. À Abengourou, les 3 581 candidats répartis dans 8 établissements sont issus des régions de l'Indénie-Guablin, du Gontougo et du Bunkani. Je vous l'ai dit à l'entame de ce journal, dans le cadre du PS-Gouv, le plan social, le programme social du gouvernement, le Premier ministre a lancé le concours ce matin dans la commune d'Abobo et ce dimanche, les épreuves ne concernent que les enseignants contractuels adjoints du préscolaire et du primaire. Amadougon Koulibaly a indiqué la ferme volonté de l'État de travailler à l'amélioration des conditions de vie des populations. On l'écoute au micro d'Alexis Ouedraogo. L'investissement le plus important pour l'avenir d'un pays, c'est l'investissement dans l'éducation. C'est pour cela que la décision de l'éducation pour tous a été prise. Et c'est pour cela que le gouvernement se donne donc les moyens, en décidant de combler le déficit en enseignants, qui a été évalué par Madame le ministre de l'Éducation nationale à environ 10 300, et ceci en dehors des recrutements qui se font de manière normale, donc par des concours. Elle a d'ailleurs lancé hier le concours normal d'entrée au CAFOP. Nous avons noté qu'il était important, et le président de la République a décidé ainsi, que 2019 et 2020 permettent de régler au quotidien les questions auxquelles nos compatriotes sont confrontés tous les jours. L'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'emploi des jeunes, l'éducation, la santé, etc. Donc je veux que tout le monde sache que c'est avec une grande détermination que le gouvernement, sous l'autorité du chef de l'État, mettra en œuvre le programme social du gouvernement. Je note que certains hommes politiques parcourent le pays parce qu'ils savent que nous allons régler tous ces problèmes pour faire croire aux populations que c'est parce qu'ils sont allés ici et là qu'après le gouvernement a fait telle ou telle chose. Il faut leur dire, ils n'ont ni la capacité ni la compétence de faire injonction au gouvernement pour faire quoi que ce soit. Ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons parce que nous l'avons pensé, nous avons identifié les besoins et nous allons mettre en œuvre tout ce que nous avons promis aux Ivoiriens, que ce soit dans l'eau, dans l'électricité, dans l'éducation, dans la santé ou au niveau de l'emploi des jeunes. Vous venez d'entendre le Premier ministre Amadougon Koulibaly lors du lancement du concours de recrutement exceptionnel d'enseignants contractuels. C'était au lycée moderne d'Abobo. Voilà ce que l'on peut dire à l'heure qu'il est sur le concours de recrutement exceptionnel d'enseignants. Je rappelle que les épreuves écrites se déroulent en un seul tour, ce 28 avril pour les enseignants contractuels adjoints du préscolaire et du primaire, le 4 mai pour les enseignants contractuels du collège et le 5 mai prochain pour les enseignants contractuels du lycée. Pendant ce temps, Raymond Goudou-Kofi, elle, échangeait ce matin avec les journalistes sur les réformes engagées par son département. La ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public était l'invitée de l'émission Les Salons de Radio Côte d'Ivoire. C'est Grace Kando qui y était pour RTI. Le ministre de la Modernisation et de l'Innovation du Service public invitait des salons de Radio Côte d'Ivoire. L'émission s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Au cours des échanges, plusieurs sujets sont passés en revue. En ligne de mire, les missions assignées à ce département ministériel. Nos missions, c'est de coordonner toutes les activités dans le cadre de la modernisation qui ont déjà été menées par les autres départements ministériels. Nous avons en charge d'élaborer la politique de l'informatisation. Nous sommes en train d'y travailler. Bientôt, nous allons faire un atelier qui va permettre justement de prendre l'avis de tous les départements concernés
par cette politique d'informatisation. Et puis nous avons d'autres activités en lien telles que la moralisation de notre petite population concernant les fonctionnaires. C'est important. Nous avons la transparence, n'est-ce pas, de nos structures. Tout cela conduit à la gouvernance. Il faut qu'il y ait également la formation adéquate, l'information juste et permettre également d'avoir une administration tout à fait efficace et d'accès facile. Pour une administration plus efficace et performante, un système de dématérialisation des procédures administratives existe. C'est-à-dire aujourd'hui la numérisation des différentes directions. Plus notre administration aura accès aux techniques d'information et de communication, donc les TIC, plus les différents départements, disons notre administration, ça donnera, n'est-ce pas, à l'appropriation des TIC, et plus nous aurons donc la satisfaction de voir les personnes ne plus faire face à tous ces griefs qui sont énoncés. À ces initiatives s'ajoute un système de profit et de codification des postes de travail. C'est un autre aspect justement de la modernisation de l'administration, parce que lorsque vous avez des effectifs qui sont trop élevés pour certains postes, pour certains endroits, d'autres où il y a moins d'effectifs, ça crée un problème au niveau donc du personnel et des fonctionnaires surtout. Quand on vous envoie pour travailler à l'intérieur du pays, ça veut dire que la population en a besoin. Mais si pour des raisons quelconques, vous décidez de ne pas aller à l'intérieur du pays, il y a donc un sureffectif dans la zone sud, c'est-à-dire la zone d'Abidjan, et tous ceux qui sont à l'intérieur du pays sont défavorisés. C'est ce que nous sommes en train de faire pour effectivement recueillir toutes ces données et puis les corriger. Modernisation de l'administration ivoirienne, enjeux et perspectives, thème retenu pour ce 6e numéro des Salons de Radio Côte d'Ivoire dans le cadre de la promotion du programme social du gouvernement. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application de l'article 24.2 de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, le mercredi 1er mai 2019, jour de la fête du travail, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. C'est signé des mains du ministre Pascal Kwaku Abinan. Nous sommes le 28 avril et ce dimanche, la communauté internationale célèbre la 11e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, avec pour thème sécurité, santé et avenir du travail. On va écouter la déclaration du gouvernement lue pour vous par Pascal Kwaku Abinan, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Ces chiffres sont ceux fournis par la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. 7000 cas d'accidents du travail et 30 cas de maladies professionnelles sont enregistrés chaque année en Côte d'Ivoire. Ailleurs dans le monde, la situation est plus alarmante. L'Organisation internationale du travail OIT indique que chaque minute qui passe, 604 travailleurs sont victimes d'un accident du travail et le tiers de ces accidents du travail touche l'Afrique au sud du Sahara. Notre pays s'est très tôt engagé dans la voie de la prévention des risques professionnels. À cette fin, il a signé et ratifié les principales conventions internationales dédiées à la sécurité et à la santé au travail, intégré dans son code du travail des dispositions pertinentes visant la réduction des risques professionnels. Au plan institutionnel, l'inspection de la santé et de la sécurité au travail et l'inspection générale du travail veillent à l'application de la législation et de la réglementation en sécurité et en santé sur le lieu du travail. Depuis 2008, la Côte d'Ivoire dispose d'une coordination nationale de sécurité et santé au travail et d'une intersyndicale de santé et sécurité au travail. La présence de ces deux organisations a permis de réduire considérablement les risques professionnels et donner aux travailleurs un sentiment de sécurité. Les services de promotion et de contrôle de la sécurité et de la santé au travail doivent renforcer leur capacité d'action. Les employeurs doivent se mobiliser pour mettre en application les textes de loi relatifs à la sécurité et à la santé au travail en Côte d'Ivoire.
Les travailleurs et leurs syndicats, les employeurs et leurs associations doivent être formés sur les risques professionnels et participer pleinement aux actions de prévention en milieu du travail. 0 accident de travail et maladie professionnelle en Côte d'Ivoire, tel est le souhait du gouvernement. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale exhorte les employeurs et les travailleurs à anticiper les risques d'accidents professionnels. Ce 28 avril, donc, c'est la journée mondiale de lutte de la sécurité et de la santé au travail, la 17e journée. Les propos du ministre ont été recueillis par Eugène Atoubé. C'est une nouvelle qui devrait réjouir les populations d'Aboasso et Adzopé. Ces deux villes abriteront bientôt chacune un CHR, un centre hospitalier régional doté d'équipements de dernière génération. Les travaux vont coûter 57 milliards de francs CFA et ils démarreront dans quelques jours seulement. Le procès verbal des négociations a été signé hier dans les locaux de la primature au plateau. Le témoignage de Kolo Koulibaly. Le social au cœur des actions du gouvernement. Ce vendredi à la primature, la Côte d'Ivoire signe un partenariat avec le groupe marocain Agentis, avec d'abord la construction des CHR d'Aboasso et Adzopé pour 57 milliards de francs CFA. Il y a un matériel de dernière technologie, vraiment dernier cri. Il y a aussi des blocs opératoires, des chambres. Dans les semaines à venir, on passera à la signature pour 5 centres. Un service neuf de traumatologie à l'hôpital général de Tomodi. Un service neuf des urgences à l'hôpital général de Daokro. Et un service neuf d'imagerie médicale en centre hospitalier régional d'Abagondou. Les procès-verbaux des négociations signés, il y aura ensuite la finalisation des marchés et le début effectif des travaux pour 16 mois d'exécution. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani représentait son collègue de la santé. Après cette phase de signature de procès verbal, je puis vous assurer que tout sera mis en œuvre pour finaliser le marché et permettre ainsi le démarrage effectif dans les meilleurs délais des travaux à Aboasso et à Adzopé, avec bien sûr la profonde attente de voir ces hôpitaux livrés et inaugurés avant octobre 2020. C'est en 2018 que le gouvernement décide de mettre en place un vaste programme hospitalier évalué à 800 milliards de francs CFA. Il comprend la construction d'une vingtaine d'hôpitaux, y compris 3 militaires, et la rénovation d'une vingtaine d'autres hôpitaux à travers le pays. Cette phase de rénovation est déjà en cours. Voilà pour le chapitre santé de ce journal. Le SOAC délivre ses premières attestations. Le SOAC, c'est le système ouest-africain d'accréditation. Les premiers laboratoires bénéficiaires sont au nombre de 6, dont 4 Ivoiriens. Ils ont reçu les attestations vendredi en marge de la double cérémonie de la 3e Assemblée générale du SOAC et la 3e réunion du conseil d'administration de l'organisme sous-régional. Reportage Cheikh Koné Aboubakar. Gage de protection du consommateur, l'accréditation des entreprises de la sous-région était jusqu'ici l'affaire des organismes étrangers. Avec des coûts onéreux, ces coûts sont à présent réduits de 30 à 55% avec la création de cet instrument communautaire de régulation de la conformité qu'est le système ouest-africain d'accréditation. L'accréditation, c'est la reconnaissance formelle de la compétence technique et de nos laboratoires, de nos organes d'inspection et organes de certification par rapport donc à un référentiel pour valider les résultats de les essais. Et c'est sur cette base qu'on peut garantir la qualité de nos produits, pour d'une part préserver la santé de nos populations, mais d'autre part assurer la promotion de nos exportations pour faire face aux obstacles non nécessaires à la circulation des biens et des services. Entre janvier et avril 2019, l'organisme nouvellement créé a décerné ses 6 premières certifications, notamment dans les référentiels ISO CEI 17025 et ISO 15189. Pour les bénéficiaires, il s'agit d'un acte important. C'est un sentiment de fierté, un sentiment de joie. Nous étions déjà accrédités pour le contrôle de qualité des médicaments. Et donc, c'est un label qualité, c'est un niveau auquel il faut se maintenir. Il faut continuer d'ajouter des essais aux portées.
Donc c'est pour ça que nous sommes allés vers le contrôle alimentaire pour pouvoir être vraiment un outil au service des populations ivoiriennes et également au service de toute la sous-région. Le SWAC a été mis en place par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Il couvre les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest et a son siège en Côte d'Ivoire. On en vient à la restitution des travaux de recherche sur la consolidation de la croissance économique. La cellule d'analyse de politique économique du CIRES vient de présenter des stratégies sur la politique de financement et de redistribution pour consolider la croissance et surtout accélérer le développement social. On en sait plus avec Alvorassa. La croissance économique de la Côte d'Ivoire est à 8% en moyenne. Pour maintenir cette croissance et la rendre plus inclusive et veiller à une meilleure redistribution des fruits de cette croissance, des travaux ont été menés par la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES. Des travaux qui ont porté sur comment aboutir à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Ce qui est nécessaire pour y arriver, c'est la diversification des exportations et particulièrement l'investissement dans l'innovation, dans l'accroissement des technologies. C'est un premier résultat. Et également, nous soutenons le fait qu'il faut trouver des stratégies pour financer l'agriculture. Et financer l'agriculture avec donc des stratégies innovantes, avec les fonds souverains, financer l'agriculture avec des produits nouveaux développés par le secteur financier, avec une meilleure maîtrise des risques. Pour la CAPEC, par ailleurs, il est important de s'appesantir sur le secteur privé tout en favorisant l'accès de l'État aux ressources mobilisées par ce secteur. L'autonomisation des ressources domestiques a également fait l'objet de recherches par la CAPEC. L'État doit pouvoir trouver les ressources nécessaires pour financer le développement et les infrastructures. Donc, il y a un travail qui est présenté, les résultats qui sont développés sur la question de l'optimisation, de la mobilisation des ressources domestiques. Les travaux de la CAPEC se sont aussi portés sur le développement social. Pour elle, il doit passer par l'accroissement de la productivité des travailleurs. Ici, l'accent est mis sur les artisans, le cas des tisserands de Pagne Baoulé dans la localité de Tiébissou. Pour terminer, la CAPEC a reconnu que des efforts sont faits par la Côte d'Ivoire dans la zone de l'UEMOA, au niveau de l'éducation, de la santé et surtout dans la pratique de la bonne gouvernance par exemple, ce qui a permis au pays d'accélérer son processus de développement. On va maintenant parler mérite et excellence. Tchagba Laurent, le ministre de l'Hydraulique, a remis cette semaine les prix d'excellence aux entreprises des secteurs eau et route, mais uniquement les entreprises classées 2e et 3e. Les super prix ayant été remis lors de la cérémonie officielle du prix national d'excellence édition 2018, un prix institué, je le rappelle, par le président Alassane Ouattara pour mettre en valeur les femmes, les hommes et les entreprises qui œuvrent efficacement à la transformation qualitative de la Côte d'Ivoire. Jean-Jacques Kouaméala. La compagnie d'ingénierie géologique de Chine en Côte d'Ivoire, CGCCI, classée 2e, et 3e l'entreprise Akifé Forage, sont les lauréats dans le secteur de l'eau. Secteur route, ce sont Colas et Razel, respectivement 2e et 3e. Tous ces lauréats du prix national d'excellence édition 2018 ont reçu leur prix composé d'un trophée, d'un diplôme et d'un chèque de 1 million de francs CFA. Ce prix vient récompenser les efforts de Colas, pour développer les infrastructures en Côte d'Ivoire, pour la réhabilitation des infrastructures, mais également pour la participation à la formation des cadres de ce pays. Lorsque vous faites jaillir de l'eau dans un village où il n'y a même pas d'eau, ça c'est la première fierté. Et l'argent en général vient après. La fierté quand vous donnez de l'eau à des populations qui ne vont pas tomber malades, qui permet aussi à l'État de Côte d'Ivoire de dépenser moins dans les soins. Pour le ministre de l'Hydraulique, qui représentait également son collègue de l'équipement et de l'entretien routier, ces entreprises se sont distinguées pour le respect des engagements et surtout pour la qualité des ouvrages. En instituant le prix d'excellence, le président de la République a voulu donner un coup de pouce à tous les secteurs de notre pays pour que chaque secteur puisse porter le développement en sa matière, pour que à terme tous les secteurs soient performants de manière à être des standards internationaux. Rappelons que les lauréats classés premiers dans les secteurs eau et route ont déjà reçu leur prix en août dernier lors de la cérémonie officielle
du prix national d'excellence. Synergie du tourisme en Afrique, une force économique. C'est le thème du CITA 2019, le Salon international du tourisme d'Abidjan qui a ouvert ses portes ce samedi et ce jusqu'au 1er mai prochain. Par ce thème, la 9e édition du CITA a fait une ouverture sur la nécessité de fédérer les potentialités touristiques africaines pour développer le continent. Francis Boifo était à la cérémonie d'ouverture pour RTI 1. Des prestations artistiques à l'ouverture du CITA 2019, entendez, Salon international du tourisme d'Abidjan. Une vingtaine de pays participants, 100 000 visiteurs attendus avec une innovation majeure. C'est surtout le FITA, le Forum des investissements pour le tourisme africain. Et puis, on cherche à prendre le leadership. La Côte d'Ivoire veut mettre à profit cette rencontre internationale pour faire la promotion de son patrimoine et naturellement augmenter le volume de visiteurs. Le flux touristique est passé de 3 millions en 2016 à 3 938 972 visiteurs pour l'année 2018, soit une croissance de 22%. Je voudrais donc inviter les opérateurs du secteur, les investisseurs nationaux et internationaux à saisir toutes les opportunités d'investissement qu'offre notre secteur. Le CITA est ouvert au public et opérateurs économiques de 9h à 23h à Port-Boué, route aéroport Firsi-Fouet-Boigny d'Abidjan, et l'entrée est à 1000 francs CFA. Voilà qui nous conduit au magazine du dimanche. Notre invité, c'est Krakouman, le directeur de l'urbanisme. Monsieur le directeur, on va suivre ensemble ce reportage de Cheikh Koné, puis on revient pour l'entretien. Merci. L'Afrique a besoin de villes moins chères, mieux desservies et plus viables, a déclaré Maktar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. Cette aspiration est d'autant plus importante que la clé de la transformation des économies des pays africains réside dans un développement urbain bien pensé et mieux maîtrisé. Pour l'heure, le constat en matière d'urbanisation dans les villes africaines n'est pas reluisant. En Côte d'Ivoire, les différentes crises ont eu pour effet une réduction considérable des investissements urbains et un manque de planification. Conséquence, occupation anarchique des espaces, insuffisance des infrastructures de base et problèmes de mobilité urbaine. Pour y remédier, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a initié depuis 2013 l'élaboration des études d'urbanisme de 31 chefs-lieux de régions et de districts. Ces études portent entre autres sur la révision du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan ainsi que ceux de 29 chefs-lieux de régions et de districts du pays, mais également sur l'élaboration des schémas directeurs d'urbanisme des villes de Bouaké et de Yamoussoukro. Coût de l'opération, 3,5 milliards de francs CFA de l'État pour les chefs-lieux de régions et de districts et plus de 2,7 milliards de francs CFA du gouvernement japonais portant sur la réalisation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Le 29 mars dernier, la phase d'opérationnalisation du processus a été marquée par la cérémonie de remise officielle des dites études au préfet et à certains élus locaux. À terme, ces études permettront de projeter une perspective de développement durable en cohérence avec les documents de référence nationale en matière d'aménagement et de développement du territoire. Autrement dit, la mise en œuvre de ces études va permettre à la Côte d'Ivoire de se doter de villes modernes et modèles d'ici à 2025. Monsieur le directeur, le plan d'urbanisme directeur Horizon 2025, qu'est-ce que c'est? Merci, cher frère. Mais avant, je tiens à remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui, dès sa prise de fonction, ayant constaté que nos villes, qui doivent être l'image devant refléter le développement de notre pays, a ordonné l'élaboration de ces outils de planification qui, en réalité, ont toujours existé depuis les années d'indépendance. Nous avons eu les structures telles que l'ancien BINET, le B7, le BINET, les grands travaux qui ont toujours élaboré ces outils de planification de nos villes. Malheureusement, avec les crises successives que notre pays a dû connaître depuis les années 80, il y a eu systématiquement l'arrêt de la production de ces outils de planification et la conséquence, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Nous avons des villes qui s'étalent de manière horizontale et par une succession de lotissements sans une étude préalable qui permette de projeter le développement et
je pense que cette action va permettre inévitablement de mettre fin à cette anarchie. Donc pour revenir à votre question, le plan d'urbanisme directeur est un outil prospectif et réglementaire qui permet aux gestionnaires de la ville d'avoir une vue sur le long terme. Et ça, c'est à l'horizon 2025. Et pour ces études, nous avons pris l'horizon 2025 parce qu'il s'agit des villes moyennes. Mais pour la ville d'Abidjan, c'est l'horizon 2030. Et donc, ces études qui vont permettre d'ici 2025 de pouvoir faire les projections nécessaires pour réaliser les infrastructures, pour réaliser les équipements, il faut avoir projeté ces espaces bien avant. C'est ce qui arrive souvent quand il n'y a pas de... Ce qui arrive souvent quand il n'y a pas eu de projection, c'est que c'est au moment de réaliser les projets qu'on se met à chercher de l'espace. Et là, dans l'urgence, on ne peut pas être efficace. Et donc, ces outils de planification permettent en réalité d'avoir de la visibilité dans le financement, dans l'investissement et dans la mise en œuvre des outils de planification. D'accord, justement, pour que cette mise en œuvre soit effective, vous avez dit tout à l'heure, les villes ont pu s'être étalées durant des années. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des destructions massives qui vont se produire? Non, pas du tout. On ne va pas alarmer nos populations. Je veux dire, notre métier a des règles. On ne va pas de manière systématique détruire les biens de nos populations. Vous savez que notre gouvernement travaille à améliorer les conditions des populations. Nous n'avons pas pour rôle de mettre ces populations en difficulté. Ce qui va se passer et ce qui se passe déjà, c'est que nous procédons à la régularisation de ces occupations. Ce qui nous amène à approuver certains plans qui ont été initialement faits et qui n'ont pas été validés par l'administration, de sorte à les intégrer dans le plan qui est fait et qui permet d'avoir une certaine cohérence dans l'occupation à venir. D'accord. Il y a donc une différence entre le plan d'urbanisme directeur et le schéma directeur d'urbanisme qui lui concerne les grandes villes, Abidjan, Bouaké par exemple. Oui, la différence n'est pas assez grande, sauf que le schéma directeur concerne les grandes agglomérations qui peuvent couvrir plusieurs communes. Et donc, quand nous avons des communes de taille moyenne, et donc souvent c'est une seule commune qui est couverte par l'étude, on parle plutôt de plan d'urbanisme directeur. Sinon, les objectifs sont les mêmes et c'est une question d'échelle. D'accord. D'accord. Je sais aussi que la remise de l'outil de planification s'est faite le 29 mars dernier au préfet et à certains élus locaux. C'est quoi l'objectif? Oui, je tiens à rappeler que les études ont été faites avec la participation de toutes ces autorités locales, sauf que de manière officielle, il fallait remettre ces études, les résultats, à ces autorités locales, d'une part pour que la population sache que leurs autorités ont reçu les études et donc doivent les appliquer, et d'autre part, ça a été l'occasion pour M. le ministre en charge de l'urbanisme de rappeler à chacun de ces acteurs son rôle et ses responsabilités vis-à-vis du respect scrupuleux des prescriptions qui sont dans ces documents de planification. Et quelles sont les composantes de ce plan, justement? C'est assez technique, mais on va le résumer essentiellement en deux composantes. Le plan d'urbanisme directeur ou le schéma directeur d'urbanisme, on a les documents écrits et les documents graphiques. Au niveau des documents écrits, on a d'abord le diagnostic qui permet de connaître la situation actuelle au moment du début des études. Et ensuite, on a des rapports qui concernent la stratégie de développement. Qu'est-ce qu'on compte faire pour qu'on améliore les conditions de vie, pour qu'on améliore les conditions d'installation des populations, pour qu'on puisse prévoir suffisamment d'espace pour les équipements, pour qu'on puisse avoir suffisamment d'espace pour les activités touristiques, industrielles, artisanales et autres. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le rapport du programme pluriannuel d'investissement qui lui permet, c'est un catalogue de projets. Ces projets devront être réalisés au cours de la période indiquée avec les montants en face.
Et donc, c'est un outil d'aide à la décision qui permet au conseil municipal d'aller très vite dans le montage de leur programme triennal parce qu'ils ont déjà en amont, dans l'étude du plan d'urbanisme directeur, toutes ces études qui sont faites en appui. Et ensuite, on a les documents graphiques. Oui. Les documents graphiques, c'est ce qui est plus technique. Que tout le monde ne peut pas lire. Oui, tout le monde ne peut pas lire, mais bon, c'est beaucoup plus compréhensible, d'autant plus que sur un plan, vous avez la possibilité d'avoir toutes les informations. Et donc, il y a plusieurs cartes qui sont produites. Il y a la première carte, c'est le MOS, le mode d'occupation du sol, ce qui permet de savoir au démarrage du projet quels sont les équipements qui sont existants, comment les populations se sont établies. Et ensuite, on a les cartes thématiques qui permettent de savoir à l'état du démarrage du projet, les réseaux qui existent, la voirie et autres. Et en plus de cela, on va produire maintenant la partie conceptuelle, le plan de structure. Et c'est à travers ce plan de structure que les projections sont faites. Voilà, donc voilà essentiellement en résumé les composantes de ce plan. Et ce plan doit être mis en œuvre par les conseils régionaux, par les mairies, etc., sous la supervision des préfets. Oui, au regard de la faiblesse des budgets des collectivités locales, il arrive que l'État contribue directement à la mise en œuvre de ces outils de planification. Mais essentiellement, je dis principalement, ces outils sont réalisés pour les collectivités décentralisées parce que ce sont ces collectivités qui ont la gestion au quotidien de leurs espaces. Bien sûr. Malheureusement, comme je l'ai dit, les budgets n'étant pas encore suffisamment étoffés, l'État est obligé d'apporter un coup de pouce. Est-ce que ce plan peut régler les problèmes d'inondation, d'occupation anarchique, domaine public, juguler surtout le désordre urbain? Ce plan va contribuer. Les inondations, parce que la saison de pluie est en train... Ce plan va contribuer fortement. En ce qui concerne les inondations dont vous parlez, je voudrais indiquer que le plan d'urbanisme directeur couvre un territoire. Et cette étude va permettre de savoir où les populations vont s'installer d'ici 10 ans. Cette étude va permettre de savoir quels sont les espaces qu'on ne doit pas occuper parce que ce sont des espaces, dans notre jargon, dits non aedificandi. Et donc, on va dégager des servitudes. Mais je dis contribue parce qu'après, il y a une autre étude qui doit être faite. Et cette étude-là, c'est le schéma directeur d'assainissement. Et le schéma directeur d'assainissement va s'adosser sur le plan d'urbanisme directeur qui a été élaboré et qui lui a prévu des espaces. Et donc, c'est quand le schéma directeur ayant suffisamment d'espace prévu par le plan d'urbanisme directeur, la mise en œuvre de ce schéma directeur d'assainissement est faite, qu'on peut dire qu'on a réglé le problème de l'assainissement. Donc, je dis le schéma directeur d'assainissement est la solution en réalité. Voilà. Maintenant, en matière de désordre, ça contribue aussi, parce que le désordre n'est pas le manque d'outils de planification uniquement. Il y a une question d'incivisme. Voilà. Les populations doivent accepter que quand on est en ville, avant d'établir, de construire et de s'y installer, il faut des autorisations. Bien sûr. Et donc, si les plans sont réalisés et que les populations ne cherchent pas à avoir des autorisations, le désordre va plus ou moins perdurer. Et donc, c'est pour ça que nous devons communiquer au maximum pour que nos populations acceptent de se soumettre à cette contrainte, celle d'avoir les autorisations avant d'occuper des espaces. Merci. Merci. Monsieur Kra Kwame Kouman, directeur de l'urbanisme au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Je rappelle que vous êtes venu nous parler du plan d'urbanisme directeur Horizon 2025 des chefs-lieux de région et districts. Un plan qui a été remis le 29 mars dernier au préfet et certains élus locaux de 31 chefs-lieux de région et les districts de Côte d'Ivoire. Merci encore d'être venu. Merci, c'est moi qui Quant à vous, chers téléspectateurs, pour terminer ce journal, je vous amène au Bénin où les bureaux de vote ont
ouverts ce dimanche matin à 7 h pour des élections législatives sans opposition. Seuls les partis acquis au président Patrice Talon ont été autorisés à concourir. Toutes les listes de l'opposition ayant été invalidées. Les 5,4 millions de Béninois appelés aux urnes n'auront donc le choix qu'entre deux partis parrainés par le chef de l'État. Une situation inédite dans un pays considéré comme une démocratie exemplaire. Les opposants ont appelé au boycott. Nous allons terminer ce journal véritablement, mais tout en rappelant ce qui fait l'actualité. L'essentiel donc de l'actualité ce dimanche, c'est le début des épreuves écrites du concours de recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants contractuels pour le préscolaire, le primaire et le secondaire. Cela dans le cadre du PS-Gouv, le programme social du gouvernement. Le Premier ministre a lancé le concours ce matin dans la commune d'Abobo. Merci de votre attention. C'est ici que l'on referme cette édition que vous pourrez revoir sur rti.ci et sur tous nos réseaux sociaux. À très bientôt sur la chaîne qui rassemble.